Forget everything you know about roads. Make your own. Forget everything you know about strangers. Be the stranger. Forget everything you know about traffic, signs, drivers. Forget everything you know about the wilderness. Forget everything you know about technology. Forget everything you know about limits. Push them as far as you can. Forget everything you know about Peru, the Himalayas, France, Rwanda, Mongolia, South Africa. Forget borders. Forget what people think about you. Just forget. Et là, j'ai vécu le truc, je pense, le plus dur que j'ai vécu dans toutes mes aventures. C'est 24 heures exténuées pour rentrer, parce que là, ça faisait vraiment peut-être, tu vois, j'avais dormi un peu dans le bidonville, mais j'étais vraiment fatigué. Notre raison d'être, c'est vraiment d'amener les gens vers l'aventure et c'est vraiment de les faire grandir. J'ai proposé à l'aventurier Sylvain Tesson de revenir avec moi et de faire la Mongolie, non pas en été, mais en hiver, en sidecar, et de partir sur un lac gelé. Première. Salut Alex. Salut Richard, ça va? Ouais, ça va super, merci. Je suis très content d'être ici au Alpaventure Moto Festival. Je te remercie de l'invitation. On est sur le stand de Vintage. Alors moi, je connais bien la maison. Et donc, je suis très content de faire cet épisode avec toi. Alors, tu sais que c'est très important chez Vintage, j'allais dire, tu vois. Chez Rider Radio, de poser cette fameuse question qui est quelle est ta définition de l'aventure? Donc moi, j'aimerais bien connaître ta définition de l'aventure. Bah déjà, merci Richard de passer nous voir, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais. Et tu rentres de Madagascar, il me semble. Exactement. Donc je pense qu'il y aura des choses à dire sur Madagascar. Il y aura peut-être une annonce à faire. Ah, bah écoute, donc on va garder ça pour la fin. Mais, ça marche. Mais ouais, si on pourrait en parler, ça serait trop cool. Ouais. Ça marche. Écoute, dans l'aventure, c'est quelque chose de vraiment important pour nous. Je pense que c'est aussi un mot qu'on entend beaucoup. Et chacun met un peu ce qu'il souhaite derrière ce mot. Pour moi, c'est partir vers l'inconnu. Être confronté aux imprévus et en ressortir grandi. Je pense vraiment que l'aventure commence quand les imprévus arrivent. Et voilà, c'est là qu'on se découvre, c'est là qu'on découvre des choses et c'est là que la magie opère. Est-ce que toi, dans cette définition, tu te sens aventurier? Ouais, moi, dans cette définition, je me sens aventurier. Je pense que par rapport à d'autres, tu vois, images qu'on peut avoir d'aventuriers qui prennent des risques incroyables, etc., bah, je ne me reconnaîtrais pas. Mais dans cette définition-là, je me retrouve complètement. Et je retrouve d'ailleurs une grande majorité de nos riders chez Vintage. Quand j'avais 19 ans, je suis parti en Inde. C'était l'inconnu total. Donc c'était une aventure au quotidien. Mais ça manquait de piment pour moi. Donc j'ai quand même décidé d'acheter une moto. C'était la première fois que je montais sur un deux roues de ma vie. J'avais acheté la moto, je ne savais pas en conduire. J'ai appris tout seul à faire de la moto. J'étais même pas capable de la kicker. J'ai après décidé de traverser l'Inde à moto. Donc bien sûr, ça c'est une vraie aventure. C'était une vraie aventure. Ouais. Quoi. Donc je me sens aventurier dans ce sens-là. Ouais. On va bien sûr préciser, on va en parler de tout ça parce que pour le coup, toi t'es de l'Est, hein, de Strasbourg, c'est ouais, ça? Moi, ma famille vient de Strasbourg. Ouais. Je suis né là-bas, mais j'y ai vécu que 6 mois. Ok. Mais bon, j'ai fait pas mal de Noël dans le coin. Donc de France à l'Inde, c'est un gros gap, c'est quand même assez dingue. Moi, je te connais avec le fanion Vintage. On a bien sûr beaucoup discuté de pas mal de choses parce qu'on a voyagé ensemble. Mais c'est l'avant. Je connais un peu moins le Alexandre Zurcher d'avant Vintage. Comment s'est passée ta jeunesse? Est-ce que tu avais un deux roues autour de toi? Des gens qui t'ont inspiré en deux roues déjà avant? Le voyage aussi, est-ce que c'était ton quotidien déjà quand tu étais plus jeune? Alors le voyage dans une certaine mesure oui, puisque j'ai passé mon adolescence en République tchèque. D'accord. Okay. J'ai eu la chance à 12 ans de partir m'installer à Prague. Et donc j'étais au lycée français, donc dans un cadre quand même privilégié, francophone. Mais ce lycée a la particularité d'avoir un tiers d'élèves tchèques. Et c'était des Tchèques issus de la classe moyenne. Puisque c'était la dernière génération de Tchèques qui était rentrée au lycée français juste avant la chute du mur. D'accord. Voilà, donc
voilà, c'était des gens qui étaient des opposants au régime a priori, donc des gens vraiment éduqués, avec une culture politique assez forte, des gens passionnants. Et moi, voilà, un de mes meilleurs amis d'enfance est tchèque. Et grâce à lui et d'autres amis, j'ai vraiment découvert la République tchèque en tant que jeune adolescent, de manière assez locale, quoi. Donc c'était déjà une forme d'aventure. Mais tu parles tchèque du coup? J'ai eu des bonnes notions de tchèque. De tchèque. Parce qu'il faut savoir que Alex parle aussi hindi. Donc maintenant j'apprends qu'il parle tchèque, hein, mais mec, c'est incroyable. Non, j'ai des notions d'hindi et je crois qu'il me reste pas grand chose. Mais ça suffisait pour barouder. Ouais, tu m'étonnes. Ok, donc déjà le voyage ancré quand tu étais plus jeune. Et il y avait un deux roues qui traînait par là, ou alors, c'est bien plus tard en Le fait. deux roues, je dirais que c'était plutôt l'opposé. Ah ouais, carrément. Moi j'étais plutôt. Ouais, j'étais pas casse-cou, tu vois, et mes parents m'ont toujours dit ouah, la moto, le moteur, c'est la mort, faut pas. Et donc un jour en terminale, j'étais monté derrière le scooter d'un pote, tu vois. Et je me suis dit, mais effectivement, c'est dangereux ce truc. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Ouais, surtout quand t'es derrière, tu sais. Et bon, bah voilà, après, quand tu vois le reste de l'histoire, ça fait beaucoup plus peur derrière. Ouais, c'est sûr. Ouais, bref, tu vois, je me suis dit, bon, voilà, pas d'intérêt pour moi. Donc là, t'es en République tchèque. Et qu'est-ce qui se passe? Je sais que t'es parti en Inde. Qu'est-ce qui se passe entre la République tchèque, la France? Et à ce moment-là, on se dit, je vais en Inde. Écoute, moi après, je voulais étudier la science politique, donc j'ai intégré Sciences Po Lille. On a tous une 3e année d'études à l'étranger. Et je me suis dit, attends, j'ai 19 ans. Il y a 2 options. Il y a plein d'étudiants qui cherchaient déjà à aller aux États-Unis, dans les meilleures universités. Le but, c'était de commencer un peu à se créer un CV. Moi, je me suis dit, c'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est prendre la plus grosse claque possible et vraiment me confronter à moi-même et grandir le plus possible pendant cette année, m'éclater, quoi. Pourquoi cette envie? Contrairement à, tu le disais, à plein de jeunes qui sont autour de toi, qui souhaitaient aller aux États-Unis, pourquoi ce changement, cette envie de prendre une claque? C'est étonnant, surtout à un jeune âge. Je pense qu'il y avait un côté construction personnelle, quoi. Je sentais que j'avais encore des choses à me prouver. Ok. Je sentais que c'était le moment en tant que. Sur quel point tu avais besoin de prendre confiance en moi. Okay. J'ai envie d'aller voir plus d'exotisme. J'avais aussi la chance de connaître la République tchèque et donc de très bien m'adapter à l'étranger proche. Et je me disais, c'est l'occasion d'aller voir l'étranger lointain. Pour les États-Unis ou l'Europe, pour beaucoup de copains, c'était l'étranger proche, mais qu'ils ne connaissaient pas, ou qu'ils n'avaient pas vécu. Moi, j'avais quand même vécu 4 ans en République tchèque. Ouais. Donc je me suis dit, j'ai eu cette chance, comment aller plus loin? Et là, j'ai entendu parler de l'Inde, et notamment de l'université de New Delhi, Nehru University à Delhi, parce qu'une copine y était, qui était plus vieille que moi, qui avait un an de plus, et qui m'avait raconté qui m'avait parlé de l'Inde, dont je connaissais absolument rien, et qui m'avait dit, mais l'Inde, c'est une claque tous les jours, c'est 1500 dialectes, c'est 20 pays en un. Je me suis dit, putain, mais c'est parfait, ça. C'est pour moi, c'est le shaker, quoi. Nickel. En plus, on parle anglais, c'est pas plus mal. Je me suis dit, on parle anglais. On parle un peu anglais. Et donc, donc je me suis dit, allez, c'est pour moi. Et il se trouve qu'il n'y avait pas de partenariat entre mon université et l'Inde. D'accord. Et on allait, en plus, on choisissait une université en fonction du classement qu'on avait à l'entrée. Et moi, je crois que j'étais 30e ou 35e dans le classement d'entrée. Et malgré tout, malgré ce que je te disais sur les États-Unis, il y avait des gens devant moi qui voulaient aller en Inde. Ah, ok. Mais il n'y avait pas d'université. Je me suis dit, comment je peux gérer ma barque? Et donc, j'ai créé un partenariat avec une université. Ça commençait déjà là, à créer des choses déjà. Et ça m'a permis d'aller en Inde et vivre mon aventure, quoi. D'accord, ouais, t'avais vraiment envie d'y aller, t'as poussé le truc pour y aller. Et là, ça y est, donc c'est ce que tu voulais, donc cette envie de changement, de claque, etc. Tu poses tes premiers pas en Inde. Est-ce que c'est à ça que tu t'attendais, ou est-ce que c'est justement l'inverse total ou le pire que tu pouvais avoir? En fait, l'arrivée en Inde, on dit souvent, soit elle te démonte d'un coup, quoi, soit finalement c'est moins intense que ce que tu pensais. Ouais. Et moi, mon premier abord, ça a été moins intense que ce que je pensais. J'ai adoré, quoi. J'arrive, en plus c'était hyper drôle parce que c'était un gars qui était de la génération d'avant de mon université. Il y avait une petite communauté de Français qui, année après année, allait dans cette université, qui était venu me chercher à l'aéroport en scooter. Donc on avait mis un gros sac de 20 kilos sur un Bajaj, tu vois. Donc c'était énorme. D'un coup, t'es ailleurs, quoi. Moi, j'arrive sur le campus. Le campus, c'est une forêt. C'est une immense forêt au cœur de la ville. Donc tout de suite, t'arrives, tu bois d'été, assis sur des blocs de béton. T'as des posters, quoi, des dessins, des graphes de Che Guevara partout sur les murs. L'ambiance, elle est juste incroyable. Tu t'es senti tout de suite bien, en fait.
tout de suite, je me suis senti super bien, dépaysé. Tu vois, il faisait chaud, il faisait moite. C'était en juillet, fin juillet 2005. Mais voilà, malgré tout, je me suis senti tout de suite bien. Et je me suis installé dans un hostel. J'ai fait le choix de pas vivre avec les étrangers, mais de vivre avec un Indien. Je me suis mis par hasard un peu dans le plus vieil hostel du campus, où on partageait une chambre de à peu près 7 mètres carrés avec un coloc cachemiri, qui est toujours un copain, qui est un mec brillantissime. Bref, donc c'était incroyable d'avoir un mec comme ça, un puits de science dans ma chambre, qui est devenu un super ami. On allait boire des thés le soir, et en même temps dans des conditions très spartiates, puisqu'il n'y avait pas l'eau courante. Que franchement les bâtiments étaient sur critères français, on dirait insalubres. Pour moi c'était un petit paradis. Mais c'est marrant cette envie de vouloir s'imprégner d'un pays, déjà avec la rencontre de quelqu'un du cru, etc., et de pas se mettre avec ceux qu'on a l'habitude de connaître et de côtoyer. Cette envie là de vraiment s'imprégner, c'était déjà ancré en toi en fait. Ouais, c'était ancré, mais c'était ancré déjà depuis la République tchèque. Ouais. Où finalement, c'était vraiment le déclic, la République tchèque en fait. La République tchèque, ça a été un vrai déclic en fait. Je me suis aperçu que j'y ai repensé en vieillissant aussi, et je pense qu'il y a un côté où quand on reste dans sa culture, on reste un petit peu empêtré dans des codes qui nous restreignent, qui mettent une forme de carcan qu'on accepte ou contre lequel on se bat, peut-être souvent un mix des deux. Et à partir du moment où on parle une autre langue, qu'on est avec des gens qui n'ont pas les mêmes codes, j'ai l'impression que tout ça, on lâche tout ça. Il y a une espèce de spontanéité qui revient. Ouais, moi je m'étais beaucoup plus. En fait, j'étais plus à l'aise, quoi. J'avais l'impression de pouvoir m'exprimer peut-être plus pleinement, de vivre des choses plus intensément. Ouais, revenir à des choses un peu plus primaires. Ouais, basique, sans jugement, sans le regard des autres, vu que les codes sont pas déjà prédéfinis. Ouais. Et je pense que jeune, ça m'a fait énormément de bien. Okay. Donc là, tu es en Inde, tu passes combien de temps dans cette université ? J'y ai passé un an. Et donc en arrivant, donc là je m'intègre, etc. J'ai des potes indiens, j'ai aussi des potes étrangers bien sûr, quelques Français, on fait quelques voyages en bus, etc. Et je sentais qu'il manquait quelque chose. Et je sais pas, je crois que j'étais très heureux. En même temps, il y avait un petit côté, j'étais un peu dans le spleen en me disant attends, je voulais prendre la claque de ma vie là. Ouais. Et c'est trop facile. Ouais. Il y a un côté, c'est trop facile. Ouais, il y a des chiottes à la turque, ok. Ouais, on mange épicé, ok. Ok, c'est crade, ok. On dort sur des planches de bois, ok. Mais ok, quoi. Pour toi, c'est facile. Et je me disais, je sais pas, peut-être j'aurais dû aller en Afrique, ça aurait été encore plus intense, tu vois. Et puis à un moment, je monte. J'étais à Jaipur et on va voir un temple. Et pour aller dans ce temple, il y a un pote indien, il prend sa Royal Enfield. La Royal Enfield d'un pote qu'il a emprunté. Là-bas, tout est à la communauté d'une certaine manière. Et je passe passager. Et là, c'est un déclic total. Deuxième déclic. Ah ouais, là j'entends le bruit de la Royale qui chante comme ça, les sensations, le côté cool, le côté cruise, les petites accélérations et tout. Et j'ai fait, mais c'est un truc de dingue. Et là j'ai eu un déclic, j'ai dit, je vais traverser l'Inde à moto. Et ça, c'était déjà ta deuxième expérience, parce que la première expérience c'était le scooter, mais la vraie expérience moto c'était en Inde en fait. Ouais, complètement. Là, parce que le scooter, c'était un aller-retour à Lille, entre la banlieue et le centre de Lille. Et là, première vraie expérience moto dans la nature, en fait. Parce que autant j'étais pas attiré par la moto, autant j'ai toujours été très attiré par la nature. Les grands espaces, la nature, c'est tout qui me ressource. Et là, le déclic total. Et du coup, je reviens sur le campus et je dis à mes potes, mais moi, en fait, j'ai fait le tour de l'Inde à moto. Et je commence à me renseigner. Je commence à me renseigner sur quelle moto il faut prendre. Donc là, plein de gens me disent... il faut la Royale, ou plein de gens me disent aussi, attention, les Royales c'est pas fiable. Il faut ici ce que les gens ils roulent avec des Pulsar, ils roulent avec des Bajaj, des petites motos 125-150 cm3, tu vois. Puis moi j'en sais rien. Et après je tombe sur un pote, Sanjay Wattal, qui a été mon premier associé, que je rencontre et qui ont fait connaissance. Et puis il me dit, mais attends, tu veux voyager à moto ? Il n'y a qu'une option, c'est la Royal Enfield. Ouais. Je fais partie d'un club, c'était le premier club d'Enfielders en Inde, les Royal Beasts. C'est en quelle année là à peu près 2005. 2005, ouais. 2005. Ça date. Il me dit c'était le premier club, le premier club Royal Beast. On voyage tous en Royal. Il me dit c'est une moto. Ouais, elle aura plein de problèmes, mais elle te lâchera jamais. Tu pourras toujours aller jusqu'à chez un mécanicien. Et celle qui va t'offrir les meilleurs souvenirs. D'ailleurs, j'en ai une à vendre. C'est une Royal Enfield 350 fontes, vitesse à droite, modèle de 98. Il avait transformé. Lui, c'était un fan d'Harley en fait. Donc ça n'existait pas. Déjà, il n'y avait pas les moyens. Puis surtout, ça n'existait pas les Harley en Inde. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Et donc, il a mis un énorme fauteuil sur la moto
un guidon chopper. Ah ouais, il avait des mixé caisses la derrière, Harley des et têtes tout. de mort avec des flammes et il y avait les pieds avancés, tu vois. Ah, ça doit être Moi, je magnifique. vois la photo et puis il me dit, je dis ouais, ça a l'air un peu particulier et du coup, je te fais un bon prix et tout, je te la vends 400 balles. Et je dis, bah écoute, je l'achète et je vais chercher la moto avec un autre pote. J'avais jamais conduit une moto de ma vie et je vois la moto, elle était un peu en hauteur, il y avait un réservoir énorme. J'étais là, wow, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Comment je vais conduire ce truc, tu vois? Le mécano essaie de me montrer comment la démarrer. Je crois que c'était la Royal Enfield 350 Font qui a la pire compression que je n'ai jamais vue. Oh, ouais. Donc C'était là, c'est à kick, pas indémarrable. de. Tous pas les de gens qui starter. savaient faire de la moto ne savaient même pas la démarrer. Oh, C'était un truc de dingue. Bref, on a ramené la moto sur le campus. T'as réussi à la démarrer du coup quand même? Je sortais de nuit, j'avais trop honte. Déjà, j'avais honte de ces têtes de mort avec des flammes. J'avais honte, j'avais une moto immense et je savais pas la démarrer parce qu'elle me vautrait à chaque moment que je montais dessus. Et donc je sortais de nuit. Il y a un ring road en fait, un périph' sur le campus. Je sortais de nuit, je démarrais la moto, machin. Et je me souviens d'heures entières que je passais à pousser la moto parce que je pouvais pas la démarrer. Et tu sortais de nuit parce qu'il y avait moins de monde, Parce qu'il y avait moins de monde, Ouais, parce tu t'entraînais que, en fait, tu t'entraînais la nuit. J'apprenais à rouler tout seul, quoi. D'accord. Ouais, parce que C'était plus discret, quoi. faire de la bécane à Delhi, alors même la nuit, hein, c'est quand Ouais, même. bah alors là, dans le campus, c'était assez protégé. Ouais. Franchement, c'est très très cool. D'accord. Donc 1 mois sur le campus, 1 mois dans Delhi. Et là, c'était drôle parce que les gens commençaient à comprendre que j'étais sérieux. Et il y avait une communauté iranienne sur le campus et j'avais des bons copains iraniens. Et je me disais, comme c'était hier, les gars, Alex, you're going to commit suicide. Et puis en avant, ils comprennent que j'y vais. Puis il me dit, Alex, je t'emmène à Connaught Place. C'est un des pires endroits de Delhi en termes de trafic. Si tu passes Connaught Place, peut-être que tu survivras. Tu passes Connaught Place, c'est bon. On va à Connaught Place, ça passe. Et puis écoute, la veille de mes 20 ans, je monte dans un train. Je mets la moto derrière. Le sac était assez rigolo. J'avais 2 chemises blanches. Alors je sais pas pourquoi j'avais pris mes 2 chemises blanches pour partir faire un trip à moto. C'est une très bonne idée. Très bonne idée. J'avais 2 chemises blanches, un pantalon défoncé et 20 kilos de pièces de rechange, 3 bouteilles de whisky dans lesquelles il y avait de l'essence. Et la moto qu'on empaque dans du foin, qu'on met dans le wagon à bestiaux. Ça, je me rappelle, j'ai un souvenir de l'Inde. Alors moi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, parce que j'ai fait un tour du monde il y a maintenant, on se connaît depuis une dizaine d'années peut-être maintenant, hein, ça passe assez vite. Et en Inde, j'avais mis ma moto, donc qui était une Honda qui ressemble à une Bajaj. Donc c'est une sorte de petit roadster là, tu sais. Hyper fiable pour le coup aussi, mais qui a largement moins de charme. Et je me rappelle, j'étais à la gare de Bombay. Donc c'était tu sais les 12 travaux d'Hercule. Bandra Station. Ça, j'ai le des mec, souvenirs là-bas aussi. Il me monte à l'étage, il me dit ouais, il faut que tu prennes ton ticket de passager, et puis après, il faut que tu prennes le ticket de ta moto et il faut que tu ailles après au hangar où là on va protéger ta moto avec du foin. Exactement. Machin. Faut que tu vides l'essence de la moto. Voilà, d'où les bouteilles de whisky. Ouais, mais après les bouteilles de whisky et d'essence, tu les mets dans les wagons passagers. Exactement. Donc maintenant j'en rigole, c'était un bon souvenir. Mais c'était inarrêtable. Je dis mais on va jamais y arriver quoi. Et puis bon, on a réussi comme tout le temps en Inde. Comme tout le temps. En Inde. Mais maintenant c'est un bon souvenir. Et du coup, je monte dans le train, tu vois, j'ai 19 ans, c'était un train de 54 heures jusqu'à Trivandrum, là c'était génial. Bon, le train, c'est encore une autre aventure en soi, c'est magnifique le train en Inde, en second sleeper, là, ce qui est tout à fait correct, très bien. Et il y a plein de monde, mais bon, t'as un endroit pour dormir avec un lit. Et puis, je sors du train, j'avais 20 piges, quoi. Tu vois, j'ai fait mon anniv dans le train, je me suis dit, putain, c'est un signe, c'est parti, l'aventure commence. Et j'arrive à la gare la plus au sud de l'Inde, à Trivandrum. Et on sort la moto. J'étais avec une amie à l'époque, et la seule qui a eu le courage de venir avec moi. J'avais 2 potes successifs. Le courage ou la folie de venir avec toi. 2 potes successifs qui avaient abandonné, tu vois. Elle était prof de français sur le campus, puis elle me dit ouais, mais moi pourquoi pas, tu vois. Ça s'appelle Anne, on est restés bons copains. Et du coup, et donc on arrive et hop, on trace jusqu'à Kanyakumari, qui est le point le plus au sud de l'Inde. D'accord, ok. Voilà, puis on se dit bon bah maintenant on remonte quoi. Et voilà, c'était Et donc l'idée c'était d'emmener la moto donc tout au sud et de remonter à Delhi. Ouais, remonter jusqu'au nord. Trop bien. Ça a duré combien de temps Alors il nous est arrivé quand même pas mal de péripéties. Ça a duré. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Inde, faut pas laisser ta moto, et surtout à l'époque, parce que c'était vraiment des Lego, les moteurs fondent, chez un mécanicien sans être à côté. Et en fait, moi à Delhi, 2 fois de suite, je m'étais fait piquer mon piston avant de partir.
piston. Donc je m'étais fait piston. ouais, donc parce que ça coûtait cher, c'était une pièce chère, tu vois. C'est dingue, ouais. Et en 4 heures, il te pique ton piston, tu vois, il te pique un truc pourri. Donc au début, premier mécano me pique mon piston, après on me dit ouais, machin, donc mon pote Sanjay qui m'avait vendu la moto, waouh, dégueulasse et tout, je t'amène chez un bon gars, un gars de confiance pour ton voyage et tout. Je laisse la moto chez lui, et lui en fait, ce que je me rends compte pendant le voyage, c'est qu'il me piquait non seulement mon piston, mais aussi la pompe à huile, ce con. Et du coup, moi je me retrouve à avoir un mileage pourri, je consommais énormément d'essence. Ouais. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et donc mais bon bref, le voyage se passe, donc là on va dans les Ghats, on remonte le Kerala, on est au paradis quoi. C'est le paradis, c'est luxuriant, et c'est l'image que j'étais venu chercher en Inde. Je pense que c'est un peu un truc qui m'a surpris en arrivant à Delhi. On m'avait dit tu vas voir, le campus c'est la jungle. Ouais. Moi je voyais les cocotiers, les banana trees, tu vois, et en fait les bananiers ils sont dans le sud quoi. Ils sont plus dans le sud. Et donc là j'étais content, j'arrive, c'était tu vois vraiment la jungle. Ce qu'il faut savoir qu'en Inde, ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent les ridecasters, c'est que c'est vraiment l'Inde, c'est plusieurs pays. Ouais, clairement. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée de partir du sud, monter au nord. T'as l'impression de traverser plusieurs pays. Et le sud, le Kerala, pour le coup, c'est très tropical en fait. Ouais, complètement. Très tropical, magnifique. Donc on alterne entre des routes côtières, les routes de montagne. Les chantés, les réserves. Il nous arrivait plein de petites anecdotes, mais par exemple une fois on a failli se faire vraiment tuer par un bus, tu vois, non, par un 4x4 Tata qui doublait un bus en virage. Et là je me souviens comme si c'était hier, le temps s'est ralenti, on est passé sur une bande de terre de 50 cm entre le vide et le 4x4. Lui il a pilé, il était arrivé de l'autre côté du bus, tu vois. Je sais même pas comment j'ai fait cette manœuvre encore aujourd'hui, tu vois. Et il y avait rien à dire, donc on a juste mis un coup de kick et on est reparti quoi. Et ça sert à rien d'aller parler avec lui, mais c'est un vrai sport de rouler en Inde. Ça peut, faut être prudent à tout moment. Moi, je restais un rider débutant. C'est vrai que ça aide quand t'as un ouvreur devant toi. Là, c'était pas le cas, mais ça faisait partie de cette aventure que j'avais choisi de vivre. Donc, il m'arrivait plein de péripéties jusqu'à Goa. Et à Goa, c'est donc là, je déposais mon ami Anne qui devait retourner enseigner à l'université. Moi, je continuais l'aventure. Et juste avant d'arriver à Goa, bim, le piston lâche. Moi je connais ce bruit par cœur, j'ai eu tellement de pistons qui ont lâché, le petit bruit aigu là, hop, et grosse galère. Donc je la pose à la gare, moi je vais chez un mécano, faut changer le cylindre, machin, donc je rechange le piston. Et là je me dis allez, fais chier, je rentre à Delhi, tu vois. Il doit y avoir, je sais pas moi, 3000 bornes quoi, entre Goa et Delhi quoi. Je suis allé, c'est bon, je trace quoi. Je voulais rouler pas, j'aimais rouler quoi. Il y avait un côté méditatif. Et je me dis faut roder mon piston. Donc je roule jusqu'à Bombay à 50 km/h. Puis j'arrive à Bombay, je me dis c'est quand même con de passer là et de pas aller voir Bombay quoi. Donc j'arrive de nuit, je demande au taxi de Bombay, Acha Bombay quand même. Ça veut dire en hindi où est le beau Bombay, tu vois, ou le bon Bombay. Puis il m'indique. Puis j'arrive, tu vois, sur le Bombay historique, les grands monuments britanniques. Et là, j'étais là, mais je suis en train de vivre un truc de dingue, quoi. J'allais passer sur le périph' de cette ville, j'arrive, c'est incroyable. Je suis mon dernier cigario au café crème que j'avais ramené de France, tu vois. Et je repars. Là, j'ai fait un petit somme, tu vois. J'ai dormi sur la moto parce que j'ai peur qu'on me pique les affaires et tout dans un parking à camion, un truc, tu vois. J'ai dormi 1 heure sur la moto, tordu, le truc. Là, pour le coup, ça commençait à être rough, tu vois, le voyage, ça commençait à être un peu dur. Et après, je remonte. Et là, bim, j'ai le piston qui lâche à nouveau. Je me dis, ok, où est la gare la plus proche? Gujarat. Je me dis, je vais y arriver. Je monte jusqu'au Gujarat. Donc, je refais encore 500 bornes, tu vois, ou non, peut-être 300, 400, je sais pas, tu vois. J'enchaîne des bornes. Je vais dans une gare au Gujarat. Là, j'arrive, je suis exténué. Là, tu vois, en gros, ça doit faire, je sais pas, mais 24 heures. Quoi. J'ai dormi 1 heure, tu vois, où j'ai vraiment, tu vois. Dans le dur. J'arrive, ils me disent, non, pour mettre une moto dans le train, il faut repartir à Bombay. Oh putain. Et là, je me dis, attends, comment c'est possible et tout. Je me souviens, les Indiens me regardaient, tu sais, comme si j'étais vraiment le mendiant, quoi, je sais pas, j'étais vraiment le gars. L'extraterrestre. Rien, j'étais déglingué. Donc je redescends à Bombay, la moto tient en fait, je roulais tout doucement, la moto tenait. J'arrive, je me renseigne, plus de ticket de train. Donc on me vend un ticket en general compartments. C'est vraiment des endroits où en fait les gens peuvent rentrer en continu. Ouais. En fait, il n'y a même pas besoin de ticket, quoi. Okay. Je sais même pas pourquoi on me l'a vendu, je me suis peut-être fait arnaquer. Et en fait, t'as pas de limite de nombre de personnes, donc c'est vraiment des wagons à bestiaux, quoi. Oh, punaise. Donc, et la veille, il fallait que je dorme quelque part. Donc là, j'essaie de trouver un hôtel. L'hôtel le moins cher était à 1500 roupies, j'avais pas cet argent. Donc je demande, et puis la moto était dans un parking, je vais dire au gars, écoute, moi je vais dormir sur la moto en fait, tu vois. Et il me dit non, puis je dis si, et non, et si. Puis à un moment, il me dit non, mais écoute, on va trouver un truc. Et en fait, derrière le parking à moto, il y avait un bidonville. Oh, punaise. Et j'étais accueilli par un mec chez lui dans le bidonville.
Trop bien. Et donc j'ai dormi chez lui dans une maison sans toit. Ok. C'est entre 4 murs de béton. Il m'a amené bouffer dans le bidonville un truc plus épicé, tu meurs. Mais Ouais. j'ai vécu un truc un peu hors du Unique, temps. ouais, Un peu unique hors aussi, du temps, surtout, tu ouais. vois. Un accueil, une simplicité, une gentillesse. Il m'a rien demandé. Je lui ai rien donné. Je suis reparti le lendemain matin. J'ai mis la moto dans le train. Et là, j'ai vécu le truc, je pense, le plus dur que j'ai vécu dans toutes mes aventures. C'est 24 heures exténuées pour rentrer. Parce que là, ça faisait vraiment peut-être. Tu vois, j'avais dormi un peu dans le bidonville, mais j'étais vraiment fatigué. Bien sûr. 24 heures de train, Bombay, Delhi, en general compartments. Donc au début, je rentre à Bombay, il n'y a pas trop de monde. Puis en fait, ça s'est rempli. Tu pouvais pas t'asseoir. Les gens se battaient pour rentrer, se battaient pour sortir. On était serrés, t'as pas idée. Et quand la nuit est arrivée, ils nous ont laissé des néons à fond toute la nuit. Alors malgré tout, les gens sont un peu affaissés les uns sur les autres, mais c'était hyper dur. Et malgré tout, un moment magnifique, tu vois, les gens qui sont là-dedans, ils ont rien. À un moment, une petite dame qui arrive à réchauffer 3 chapatis, je sais plus comment, ou à sortir 3 chapatis d'un boudalu, qui donne à manger à ses enfants et qui partage avec moi un truc, tu vois. Ouais. Je me dis, mais c'est pas possible, cette gentillesse, cette générosité, des gens qui n'ont rien et qui donnent à quelqu'un qui a tout, quoi. Et je me dis, waouh, c'est. Alors Là, peut-être que je ressemblais pas à quelqu'un qui a tout. Mais malgré tout, c'était d'une Mais gentillesse. c'est cette fameuse claque que tu es venu chercher. Ouais. Et là, je l'ai eu. Et c'est cette aventure que Et là, tu ça cherchais. m'a transformé. Ouais. Et là, ça m'a transformé, quoi. Après, j'ai continué à rouler. J'ai traversé l'Himalaya dans des conditions moins routes, mais quand même, tu vois. D'accord. On était parti avec le but à gaz, des sacs de riz, une tente qui n'était pas étanche, des galères pas possibles aussi. Puis à la fin, je sais pas, pareil, sur un coup de tête, je voulais rouler. J'ai traversé l'Himalaya de nuit, de Srinagar jusqu'à Delhi. 22 heures de route de rang. Je crois que j'en étais parti de Sonmarg le matin. Puis à 16h, on arrive à Srinagar. Puis sur un coup de tête, je me dis, allez, je vais rentrer à Delhi. Mais non. De- tout ce truc que que tu je me referais pas, racontes tu là, vois. je le savais pas en fait que t'étais Ah ouais vraiment. Ah non, non, on n'avait jamais Ouais. parlé. Ah ouais. Mais ouais, t'étais vraiment dans le dur là pour le coup. Ouais. On parle d'aventure, on parle souvent. Quand je demande la définition de l'aventure, on parle de sortir de sa zone de confort. Ouais. Là, pour le coup, en Inde, alors déjà, quand tu arrives en Inde, c'est déjà, tu sors de ta zone de confort pour tout ce que tu as dit Ouais. là. Mais quand tu vas chercher encore plus cette partie-là, en étant vraiment dans le cru, je comprends que c'est là que tu as eu le déclic et de te dire que bah, c'est ça que tu veux et de voyager tout le temps, quoi. Ouais, mais ça m'a tellement donné confiance en moi, ça m'a tellement fait grandir, ça m'a tellement fait vivre à 100%, quoi. J'étais tellement bien. Moi, je roulais. C'est marrant, j'ai vachement changé parce qu'au fur et à mesure des années, mes craintes sont revenues. Je dirais je suis un motard très très prudent. Jamais je referais ce que j'ai fait à l'époque sur ça, quoi. D'ailleurs, je pense que je le conseillerais pas pour certaines choses, tu vois, certaines routes de nuit, etc. Mais à l'époque, j'avais ma 350 fonte sans phare et j'ai fait des bornes et des bornes de nuit. J'ai beaucoup roulé. J'adorais rouler de nuit. J'avais mis un klaxon de camion sur la moto. Et donc j'arrivais, je passais sur la voie de gauche derrière un camion, tac tac. Et les mecs, ouais, mais ils partaient. Puis après, je passais à fond. Puis il y avait cette solidarité de la route. Tu remettais un petit coup de klaxon, le mec il te mettait son klaxon de ouf, pour te dire bonjour. C'était, je sais pas, il y avait une espèce de code de la route là qui me faisait vivre, quoi. J'étais bien sur ma moto. Ouais. J'étais trop bien Ouais, sur là, ma t'étais moto. inarrêtable, quoi. Donc après Ouais. l'Himalaya, tout ça. Ouais, c'était magnifique, quoi. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, je veux faire ça toute ma vie, ou je veux le faire partager à tout le monde. Ouais, alors c'était pas forcément je vais faire ça toute ma vie, mais honnêtement, quand j'ai monté Vintage, donc avec Sanjay, mon tout premier associé, c'est Sanjay, celui qui m'avait vendu sa moto, je m'étais juste dit, moi je veux partager ça avec un maximum de gens. À l'époque, quand j'étais arrivé à Delhi, j'avais un projet d'ONG. Je voulais monter une ONG pour connecter les étudiants du Nord qui font des projets, qui ont accès à des financements, aux étudiants du Sud, qui sont souvent brillants, quoi, dans les universités. Là où j'étais, les gens étaient incroyables et qui savent ce qu'il faut faire au niveau de leur micro-communauté pour avoir un vrai impact, mais ils n'ont pas accès au financement. Et donc je voulais connecter ça. J'avais un autre pote resté en France avec qui on voulait faire ça. Puis moi j'étais en Inde, lui en France. Après, quand je rentrais, partais au Mexique. Un projet a pris la place d'un autre, la moto a pris le dessus. Et je me suis dit, en fait, non, mon projet, ça va être de monter une agence et de partager ce que j'ai vécu avec un maximum de gens parce que, voilà, pour moi en tout cas, pour moi, ça avait changé ma vie. Je considère que ça peut vraiment impacter les gens. Et je voulais partager ça avec un maximum de gens. Après, quand j'ai monté Vintage, j'avais absolument pas. Je pensais pas que ça pourrait me faire vivre un jour. Ouais, ok. C'était la passion, point. Ça a été quoi les premières étapes? Ça a été quoi les choses les plus dures? Parce que
partir en Inde, c'est une expé en solo. On l'a dit, tu prends une claque, alors à plus ou moins de degrés en fonction de comment t'es. Mais pour quelqu'un qui vit en France, se dire je vais voyager, et encore aujourd'hui, voyager à moto en Inde, pour toutes ces histoires que tu viens de raconter, le fameux bus, les coups de klaxon, le monde, tout ce qui tourne autour de l'Inde. Là, tu te dis, sur le papier, on se serait rencontrés à l'époque. Je t'aurais dit, écoute, Alex, c'est peut-être pas une bonne idée, quoi, d'emmener des gens en Inde faire de la bécane. Et l'avenir a montré que c'était tout l'inverse, bien sûr, mais c'était quoi les plus grands défis en fait du départ? Les plus grands défis, c'était de convaincre des gens que nous, avec notre habitude de la route, avec mon habitude de la route et l'habitude de la route de mon premier associé, et puis l'équipe qu'on a montée au fur et à mesure, on allait être capable de les guider de manière et de les briefer pour leur expliquer comment fonctionne la route en Inde. Ça, c'était le premier truc. Et de les rassurer sur le fait que ce trafic qui fait peur obéit à des règles différentes et qu'on est capable de leur expliquer qu'eux aussi sont capables de le faire. Et que quand ils l'auront fait, eux aussi vont vraiment en ressortir grandis. Parce que c'est quand même une sacrée aventure et c'est quand même un challenge pour beaucoup de gens. Ensuite, que les itinéraires qu'on construit, c'est pas les itinéraires que moi j'ai vécu en tant qu'étudiant, c'est pas les grandes routes avec des camions et tout. Bien sûr, il y a des passages comme ça, mais qu'on va vraiment chercher les petites routes pour aller s'échapper de ces axes-là et qu'on va vraiment leur créer une expérience beaucoup plus douce, beaucoup plus enrichissante aussi en termes de rencontres, parce qu'on va vraiment plus en profondeur. Je suis allé en profondeur dans le pays, mais d'une certaine manière différente, là vraiment dans des côtés moins exposés, etc., plus tranquilles. Et enfin, on a dû les rassurer sur le fait que la Royal Enfield était une moto qui permettait de vivre ses aventures. Parce que notre premier parc de moto, c'était un parc de Royal Enfield 500 cm3, moteur fonte, vitesse à droite. Et donc les premiers voyageurs vintage ride, c'était des baroudeurs qui ont traversé l'Himalaya avec... ils avaient envie de freiner, ils passaient un rapport, quoi. Et on traversait le Rotang, c'était une mare de boue, on cramait les faisceaux électriques entiers, les plaques d'embrayage, on en changeait tous les jours. C'était un truc de dingue. C'était toi qui guidais au départ ? Pas que, mais j'ai guidé certains voyages. J'ai guidé certains voyages. Au bout d'un an, je me suis associé avec Alexandre Lebehan, avec qui on est resté associé 10 ans. Alex a guidé des voyages aussi. Et puis assez vite, en fait, Alex avait son propre réseau avec quelques guides francophones sur place. Est-ce que ça a pris tout de suite comment ça s'est fait les départs? Alors tu parlais de baroudeurs. J'imagine que le bouche à oreille a fait beaucoup. Beaucoup. Ouais. Ça s'est fait groupe par groupe. D'accord. D'abord le réseau personnel, ensuite moi j'ai cherché à lier, j'ai continué mes études quand même 3 ans après. Toutes mes études, je les ai liées à Vintage, donc moi j'ai fait une alternance chez Vintage, après j'ai fait mes stages chez Vintage. Il y avait des projets d'études, j'arrivais à prendre des groupes de potes pour les faire bosser sur Vintage. Et donc on était allé à l'enduro, vois, à l'enduro, je me souviens, l'enduro du Touquet, on était allé parce qu'on avait imprimé... 5000 flyers à la fac, tu vois, sur l'imprimante de Sciences Po Lille, qu'on avait découpé au ciseau, qu'on était distribué à tout le monde. On a fait une étude de marché comme ça, donc on a créé une base de données. Donc en fait, on a tout fait en même temps. On a fait un site web, on a fait une base de données, on a commencé à participer à des salons, on a contacté la presse. Et donc il y avait un angle en fait pour parler à la presse. Il y avait 2 angles. Il y avait l'aventure en tant que telle, et il y avait le fait que j'étais aussi le plus jeune entrepreneur français en Inde. Qui plaisait un peu à la presse économique, etc. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette idée-là, elle démarre de faire voyager des gens en Inde, mais c'est que la boîte Vintage, elle commence en Inde. Tu t'installes. La boîte, je l'ai montée en Inde. Je l'ai montée en Inde. Ce qui est déjà aussi une belle aventure. Dans Rider Radio, l'idée, c'est de parler aussi d'aventure entrepreneuriale autour de la moto. Là, pour le coup, monter une affaire autour de la moto en France, c'est déjà un bon morceau, mais en Inde, ça devait être... la folie, non? C'est ce qui peut paraître. Alors après, avec le développement de l'agence, on a fini par se réinstaller en France. Donc oui, je pense que certaines choses sont plus simples en France. Après, moi, j'avais tendance à dire que des choses étaient aussi plus simples en Inde. Déjà, de toute façon, il faut s'adapter. Sinon, si t'as pas la nature à t'adapter, t'es pas fait pour ça. Ni ce métier, et encore moins entreprendre en Inde. Mais moi, c'est plutôt mon cas. Je m'adapte. Et je trouve que l'Inde, si tu t'adaptes, offre beaucoup de facilité parce que tu vis pour très peu cher. Donc ça a permis aussi à nos premiers stagiaires de venir, qui voulaient partager l'aventure avec nous. Eux aussi vivaient pas cher, donc on les payait pas cher. Et on a vécu des super aventures ensemble. Donc ça nous a donné du temps. En fait, je trouve que l'Inde, c'est mis imprévu, c'est très complexe, mais ça donne du temps. Le fait que la vie soit accessible, le fait que si on s'adapte au pays, on puisse vivre avec quasi rien, ça a laissé le temps au temps. Et du coup, l'entreprise a pris, je te dis, Groupe Papé Group, bouche-oreille, tu vois, avec le bouche-oreille qui a fonctionné. Et l'Inde nous a offert ce temps, en fait, le fait d'avoir entrepris. Je pense que si c'était en France, ça aurait été différent, plus dur. Ça aurait été différent. Après, c'est impossible de dire ça aurait été plus dur ou pas. Il y a des choses beaucoup plus simples en France aussi. Faut pas le nier.
moi j'ai le sentiment que l'Inde nous permettait quand même d'attirer des collaborateurs de grande qualité. Ouais. Euh, Pour à- l'expérience. pour l'expérience en fait, l'expérience, avec se des dire. salaires, parce que nous les salaires Ouais. en Inde ont toujours été des salaires locaux. Et donc qui ont monté, hein, plus l'agence s'est développée, plus c'était important, mais c'était toujours resté plus faible que ce que les gens auraient touché en Ouais. France, quoi. On n'avait jamais payé des salaires d'expats, et donc mais l'expérience que Bien sûr. l'équipe, voilà, tous les collègues en ont tiré, l'écrasante majorité, ça les a marqués à vie, quoi. Ouais. Donc je pense que ça nous a beaucoup aidé, quoi, à développer l'agence. Tu fais tes premiers tours en Inde, c'est quoi les retours des riders, tu vois Ouais, franchement, les retours étaient incroyables, quoi. Ouais. Les gens, ils roulaient sur des Royal Enfield 500cc, moteur fonte. Ils découvraient le Rajasthan, ils découvraient. Ça, c'était les premiers tours, c'était d'abord euh, Rajasthan, il y a eu Ladakh, quoi Trans-Himalayenne et Rajasthan. Ouais, C'était les ok. premiers voyages. Après, on a lancé l'Uttarakhand dans le sud Ok. c'est dans le sud de l'Himalaya. Un voyage très doux. Après, l'Inde du Sud. Puis après, on est parti sur le Népal. Après, Ok. on a ouvert la Mongolie. Là, on peut parler des destinations avant de parler de l'exclu qu'on va donner aux ridecaster à la fin de l'épisode. Ouais. Là, il y a quoi 18 destinations à peu près On a 20 destinations 20 maintenant. destinations. Ouais, tu vois. avec Ouais. la nouvelle là, qui vient d'arriver. Et donc ouais, 20 destis, plutôt des terres d'aventure. Bien sûr, des destis en Asie, tu vois, le Laos, le Vietnam, la Mongolie, qui est voilà, une terre d'aventure incroyable. Le Rwanda, qui a surpris toute la communauté, qui plaît énormément. La Tanzanie. Après, en Amérique du Sud, tu vois, l'Argentine, le Pérou, l'Équateur. Et après, des destis un peu plus proches qui restent des très belles destinations qui permettent de s'évader pendant une semaine, le Maroc, la Turquie. Et on a même une petite académie en France pour permettre à certains de se rassurer avant de partir, de remettre les bases en place ou tout simplement de passer un bon week-end de 3 jours entre potes sur les chemins du Beaujolais. Donc l'offre s'est bien développée depuis nos modestes débuts en Inde. Là, il y a 20 destinations bientôt. Toi, avec ce développement, avec ton quotidien qui doit être bien chargé, est-ce que tu as pu continuer à voyager ? Je sais que tu as voyagé, mais on sait que tu as fait des voyages quand même assez importants, particuliers. Quel voyage t'a marqué le plus pendant cette période Vintage Rise ? Bon, il y en a plein, honnêtement, c'est dur à dire. Il y en a plein. Bon, ceux qui m'ont marqué le plus, c'était mes voyages d'étudiants, c'est clair et net. Mais bon, si on parle spécifiquement des voyages vintage, il y en a plein. J'ai vécu, tu vois, on a fait 7 ou 8 voyages avec Alexandre Debanne et Pipou, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. C'était incroyable, des moments de partage entre potes, vraiment des souvenirs fous. Mais disons que le voyage, peut-être l'aventure la plus ultime qui m'a, pour les 10 ans de vintage en 2017, je voulais vraiment. C'était juste un peu après les 10 ans, bon bref, mais je voulais vraiment me repousser dans mes retranchements, comme je l'avais pu le vivre en tant qu'étudiant. Okay. Et donc, j'ai proposé à l'aventurier Sylvain Tesson de revenir avec moi et de faire la Mongolie, non pas en été, mais en hiver, en sidecar, et de partir sur un lac gelé. Et ce voyage m'a vraiment animé, m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit, là, on retrouve tous les codes, quoi. Je sais pas si les motos vont tenir. Je sais pas si les corps vont tenir. Je veux dire, comment est-ce qu'on réagit à moins 40 ? Je sais pas si on va arriver là où on doit dormir. S'il y a un imprévu, ça peut devenir très dangereux. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, cette aventure, elle rassemble tous les critères pour les 10 ans de vintage. On met ça sur pied. Donc Sylvain était partant, il sortait d'un gros accident et c'était son premier voyage à moto. Aussi un aventurier pour qui j'ai un respect énorme, qui a énormément de courage de partir sur cette aventure alors qu'il était encore légèrement convalescent. Il était encore convalescent et vraiment quelqu'un qui voyage de manière très très belle, avec beaucoup de courage, un sacré baroudeur. Et puis aussi d'autres copains évidemment, Clément, Thomas, une très belle équipe, Baptiste. On s'est régalé. Voilà, c'était une fois qu'on y était, en fait, ça s'est très très bien passé. Ouais. Des moments hors du temps, rouler sur ce lac, tu as l'impression de rouler sur le ciel, de voir ton reflet, c'est sensationnel. Et ça a été tellement doux qu'on l'a par la suite proposé à quelques riders, mais de manière vraiment très ponctuelle. Ouais, très ponctuelle, tout en disant très clairement que c'était pas vraiment un voyage, mais vraiment une aventure où nous on mettait nos motos à risque et eux leurs vacances à risque. Donc c'était pas c'était vraiment des expéditions, quoi. Mais malgré tout,
Ouais, un voyage hors du temps qui m'a énormément marqué. On Ouais. parle beaucoup du froid en Mongolie. Tu parlais de -40. Comment tu vis les choses? Comment tu te prémunis de Alors, ce froid? déjà, on n'a pas vécu -40. Moi, D'accord. je pense des pics à -27 à peu près sur le lac. Ouais. En fait, on s'équipe. En fait, Ouais. voilà, j'étais parti dans une aventure pareille. Je me suis renseigné, on s'est renseigné. On est allé voir un équipementier, je crois qu'il s'appelle Grand Froid, qui Ouais. équipe des gens qui vont bosser dans les mines à -50, tu vois, au-dessus de en dessous de -40, en D'accord. Sibérie, des trucs de dingue, tu vois, ou sur les plateformes, voilà, dans le Grand Nord, les plateformes pétrolières, machin. Et donc on est allé le voir. Il nous a dit, écoute, il n'y a pas de secret, c'est 3 couches, mais 3 couches hyper techniques, hyper Ouais. spécialisées. Donc, c'est ta première couche hyper technique, ta deuxième couche technique, et puis ta veste technique. Et en fait, moi j'ai halluciné parce que mon équipement était assez fin, Ouais. assez Ok. léger, mais j'avais pas froid. T'as pas eu froid, hein. Par contre, une fois, je me souviens, on était arrivé chez un nomade, un nomade qui nous accueillait pour la nuit, et qui s'appelait Gamba. Et on était arrivé 2 heures avant le coucher du soleil. On s'est dit, on va faire des images. Et donc, il faisait bon, on était bien équipés, machin. On sort, on va faire des images sur le lac. Et j'avais pris mes gants, bien sûr, mais je sais plus, j'avais pas pris mes sous-gants, je crois, ou quelque chose comme ça. J'avais pas pris les protèges mains sur les poignets. Et puis on roule, puis je sais plus, c'était Sylvain ou quelqu'un qui roulait un peu encore sur la glace. Donc moi, je reste avec lui, ou si c'est moi qui décide de partir un peu, je sais plus. Et à un moment, le soleil tombe. Et là, en 5 minutes, Ah ouais. je commence à avoir le froid qui attaque les mains. Et je commence à avoir mal, tu vois. Et je suis rentré sans encombre, je me suis mis au chaud, tu vois. Mais je me suis dit, waouh, ça c'est quand Ça même peut être quelque chose. dangereux. Ouais. Ouais. Et pareil, sur le froid, c'est qu'on dormait quand même en intérieur, dans des yourtes ou dans des camps, dans des tentes chauffées. Malgré tout, le matin, il y avait les bouteilles d'eau qui étaient gelées dans la tente. Et nous, on avait des sacs de couchage pourris. Ça, c'est pour l'anecdote, mais les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. C'était notre guide Baptiste que j'aime beaucoup et je lui passe le bonjour parce qu'il nous a organisé une aventure incroyable. C'est lui qui était aussi très acteur de la logistique. Et on dit, bon, les sacs de couchage, je dis, ouais, t'inquiète, j'irai acheter des sacs de couchage en peau de mouton, il n'y a rien de mieux, j'irai au marché local et tout. J'ai jamais eu autant froid de ma vie que pendant ces nuits où j'avais 3 sacs de couchage, je me relevais 4 fois par nuit, frigorifié. C'est le pire, ça. Tu te lèves, tu te réveilles par le froid. J'avais froid, mais c'était, voilà, au final, c'était quand même une aventure sensationnelle, quoi. Ça c'est la préparation un peu du rider pour se prémunir du froid, mais les motos, elles ont dû prendre pareil. Les motos, c'était un gros challenge. On n'était pas du tout sûr que ça passe. Et ça, je tire mon chapeau à mon ami Jean Burdet, qui est mécanicien hors pair, sidecariste chez Alternative Sidecar, et qui a travaillé sur les motos. On a beaucoup réfléchi. On avait mis des petites résistances qui chauffaient les bas moteurs. Okay. Après, la réalité du terrain, c'est qu'on a fini par chauffer des moteurs au chalumeau pour démarrer le matin. Et quand je dis qu'on met nos motos à risque pour l'aventure, c'est pas complètement du flanc, quoi. Voilà. Et il y a aussi pour tous les voyages, j'ai la chance de guider avec Vintage Rides, et il y a quelque chose, moi, qui me marque toujours. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, c'est Thierry Florec qui est passé sur Rider Radio, on n'est pas là que pour consommer des kilomètres. Et je trouve ça très intéressant, et donc on ne consomme pas que des kilomètres, et donc on s'arrête pour rencontrer des gens, pour contempler, et pour le coup, guider pour Vintage, c'est aussi ça. En Mongolie et ailleurs, les rencontres sont très fortes. Tu parlais qu'en Inde, ta perception des choses ont changé. Il y a eu un avant Alex, il y a eu un après ce grand voyage en Inde. Est-ce que tu penses, moi j'ai une petite réponse à cette question, est-ce que tu penses que grâce à ce que tu fais, grâce à ce que tu proposes à nos riders, tu changes aussi en partie leur perception du monde, du voyage, de plein de choses? Écoute, j'espère parce que c'est la raison d'être de Vintage. Notre raison d'être, c'est vraiment d'amener les gens vers l'aventure et c'est vraiment de les faire grandir. Ça peut être très modeste, hein. Ça peut être dépasser une crainte, ça peut être dépasser un préjugé, ou ça peut être à l'inverse, vivre une aventure complètement dingue, qu'on traverse l'Himalaya, que la montagne se déchaîne et en ressortir entier et se dire waouh, je suis capable de ça, quoi. Donc ça peut être des petites choses ou des choses plus grandes, mais j'espère que oui, parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui, après un voyage vintage, ont mis en pause leur carrière, sont partis faire des grands voyages à moto. Je sais que certains ont quand même enclenché des changements de vie après des voyages comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont les larmes aux yeux parfois sur certains moments. Après, voilà, je peux pas
parler au nom de chaque rider. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle j'organise ces voyages. Et comment toi tu le ressens quand tu as un retour comme ça, tu vois? Comment tu le vis? Il y a une Moi, forme c'est de sûr fierté que quand les Ouais. gens me disent ça, j'ai une immense fierté parce que c'est, une fois de plus, c'est la raison pour laquelle on bosse. Donc c'est pour moi une mission accomplie. C'est une grande fierté quand j'ai ce type de feedback de la part de nos riders, mais aussi de la part des collègues. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de collègues qui viennent chez Vintage parce qu'ils aiment l'ADN, ils aiment la boîte, ils aiment l'image. Mais ils deviennent motards, ils deviennent aventuriers. Et ils commencent eux-mêmes à vivre ça. Et j'en vois beaucoup qui ont changé leur schéma de vie Bien sûr. suite à ça. Donc, Vintage a changé ma vie. plaisir à Non, entendre. mais c'est vrai. Ouais. Moi, il y a 10 ans, je faisais un tour du monde solo. Enfin, solo. Voilà, elle va me gronder. Il y avait Oui, ça, c'est Amandine avec clair. moi. Tu vas Quand passer un je dis mauvais quart d'heure, solo, toi. elle était là, donc ma compagne. Donc on était en duo sur des motos qu'on a achetées à travers les pays qu'on a traversés, et notamment en Inde. Et nous, on s'est rencontrés en Inde. J'ai rencontré Florian et Jennifer qui étaient à l'époque. Et cette rencontre-là a changé à jamais ma vie. J'ai voyager à travers le monde grâce à Vintage. J'ai pu continuer mes aventures grâce à ça. Donc ça change des vies, bien sûr. Et il y a autre chose aussi, c'est que j'ai la chance de rencontrer aussi les gens qui travaillent avec Vintage, mais qui sont locales, qui sont sur place. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'aller dans ce petit resto qui voit jamais vraiment personne passer, mais là tu as un groupe de 10 riders qui arrivent et qui mangent chez lui. Donc voilà. Je dis ça, on change peut-être pas la vie de mecs pour lesquels on mange chez eux, ou voilà, mais il y a un petit changement, et je pense qu'on a une importance dans ce qu'on fait sur place aussi. Ouais, mais ça, je suis complètement d'accord, et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Moi, ces anecdotes, même si on les vit dans beaucoup de destis, notamment en Asie, mais tu vois, dans beaucoup de destis vintage, on vit ce genre de choses. Moi, je souvent laissé des images du Rajasthan qui me reviennent parce que c'est là où j'ai le plus guidé, tu vois, en Inde. Et c'est vraiment ça, quand on s'échappe, on va dans un petit boui-boui, un daba, et on en met plein la table, et on paye une addition à 2000, 3000 roupies. Et il y a un moment d'échange qui est énorme. Déjà, souvent, il y a tout le village qui vient autour pour noter. Donc, c'est ça. Il y a un ils sont divertissement. calmes, ils nous observent. Donc, Ouais. ça veut dire qu'il y a c'est pas du tout hostile, c'est tout l'inverse, c'est de la gentillesse, il y a des gamins qui nous courent après, c'est des moments d'échange extrêmement forts. Et malgré tout, je pense aussi que pour le petit restaurateur, on lui change pas sa vie, mais on lui change sa fin de mois, quoi. Ouais. Ça, parce que c'est des gens qui sont très modestes. Et ça, c'est un vrai plaisir, quoi. Non, c'est vrai. Et le pire, c'est que eux, ils sont contents qu'on soit là, même pas pour des raisons économiques, ils sont juste fiers et heureux qu'on soit dans leur boutique, et ils prennent des photos avec nous, ils appellent leurs femmes, leurs enfants, c'est avant tout une fierté. Et ça, c'est magnifique. C'est sûr. Que c'est le côté financier de l'échange d'une transaction qui est normale quand il nous fait à manger, c'est secondaire. Ouais. Pour eux, on le sent en fait, ces gens qui sont restés simples, ils sont avant tout heureux de nous voir. Et ça, c'est magnifique. Moi, j'avais des rencontres comme pour toi, j'imagine. Il y en a des milliers maintenant. J'ai cette chance de pouvoir dire ça. Mais c'est vrai que ces rencontres-là, bien sûr, les paysages, bien sûr, la route, bien sûr, la moto, mais c'est souvent ce que tu vas raconter, c'est souvent ce qui va te marquer, qui va te mettre les larmes. C'est souvent ces rencontres-là, qu'elles soient dans un petit daba ou fortuites parce que tu t'es arrêté, tu as fait une crevaison, parce qu'il y a de l'imprévu encore dans ces voyages-là. Et c'est pour ça qu'on a toujours envie de continuer ces voyages. C'est pour ça que j'ai toujours envie de guider aussi, bien sûr. Et ça me plaît énormément. Et c'est cette essence qu'a Vintage, et qu'il faut bien sûr garder. Et t'en es le garant, donc ça, je m'inquiète pas. J'aimerais savoir... pour toi aujourd'hui, donc on a parlé de riders qui voyagent régulièrement maintenant, entre le moment où tu as créé la boutique et aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais voyager combien de riders à peu près par Alors, Vintage, en 2024, on va faire voyager un peu plus de 1700 riders. 1700. Un peu plus que ça. Et on espère faire voyager à peu près 2000 personnes en 2025. Ça marche. Ça, c'est une réussite qui est géniale, quoi. C'était quoi au début, par exemple? Au début, c'était 50 riders, tu vois. On a commencé au début, quoi. Tu vois, groupe par groupe, hein, comme je te l'ai dit. Donc au début, c'était très faible. Hein. C'est vraiment monté étape par étape. Comment tu vois l'avenir
avec Vintage, on parle beaucoup. Alors moi, il y a les rencontres humaines qui sont importantes et je trouve que c'est important d'y aller. Ouais. Mais il y a la connexion entre nous et eux, qui est l'avion, et qui est un gros débat aujourd'hui. Ouais. Comment tu vois l'évolution de tout ça C'est un gros sujet, c'est un sujet qui est très complexe, sur lequel j'ai pas mal bossé avec quelques confrères même voyagistes beaucoup plus gros que nous, parce que plus on est gros, plus on a un impact carbone en fait important. Il faut savoir que 75% de l'impact carbone d'un vintage rider, c'est son vol international. 25%, c'est ce qui se passe à destination et l'impact de l'agence. Donc nous, on communique pas trop dessus, on n'a rien écrit sur notre site, sauf qu'il se trouve que depuis 2 ans, on investit dans des plantations de mangroves, dans des plantations d'arbres, pour capter à terme l'équivalent CO2 de ce que nos riders et l'agence ont émis dans le cadre de nos prestations. D'accord. L'équipe et nos voyages à destination. Voilà, ça, c'est la première chose. Ceci étant dit, le mieux, c'est quand même de ne pas émettre de pollution. Faut pas non plus se tromper de combat et rentrer dans du greenwashing. C'est pas notre intention, et c'est aussi pour ça qu'on communique pas encore dessus. On le fera, mais on veut le faire de manière douce et pas forcer le sujet. Et la deuxième chose, c'est l'aérien. L'aérien, malheureusement, c'est un des sujets qui sera décarboné le plus tard. Parmi toutes les choses qu'on doit faire pour décarboner, c'est sans doute une des industries qui est la plus difficile à décarboner. Toutefois, il y a déjà des conseils qu'on peut donner aux voyageurs. Privilégier les vols directs, privilégier les avions modernes qui polluent moins. Regardez sur les comparateurs aériens l'impact carbone de votre vol et essayez d'intégrer ça en fait dans votre prise de décision. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi de manière libre aller investir dans des plantations pour capter les 3-4 tonnes de CO2 que vous allez émettre. Et à terme, j'aimerais aussi encourager les riders à le faire, ou en tout cas leur proposer. Voilà, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on développe aussi des rides plus proches de chez les riders, de manière à leur vivre l'aventure moins loin, et donc d'avoir un impact carbone plus faible. Donc je pense au Maroc, je pense à la Turquie, je pense à notre académie en France, à d'autres projets qu'on a et sur lesquels on travaille. Ok. Très intéressant, et c'est vrai que cette partie-là de pouvoir décarboner son propre voyage et de le proposer, je trouve ça juste génial. Ouais. Je pense que c'est important. On a beaucoup de projets, donc on va le mettre en place progressivement. Et c'est un sujet très sensible sur lequel on peut avoir beaucoup de bonnes intentions. Et tristement, parfois, c'est plus simple de ne rien faire parce que dès qu'on commence à faire, on peut être accusé de greenwashing par des gens qui sont parfois un peu extrêmes et qui, du coup, nous disent qu'on fait jamais assez. Moi, je pense qu'il faut commencer quelque part. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est que le tourisme, c'est quand même 10% du PIB mondial, 20% des emplois, 20% ça fait vivre 20% des familles dans le monde, et souvent des gens d'extraction modeste. Et donc attention à voir les choses de manière trop noire et blanche. Se dire que du jour au lendemain on arrête de prendre l'avion, ça veut aussi dire qu'il y a des pays qui dépendent du tourisme, où les gens franchement ont des préoccupations très basiques qui sont comment est-ce que je mange cette semaine, ne pourront peut-être plus le faire. Donc c'est pas tout blanc tout noir, c'est un sujet complexe qu'il faut appréhender dans l'ensemble de sa complexité. Et je pense qu'aussi on a des externalités très positives, très importantes quand on vit des vrais voyages, qu'on va hors des sentiers battus, et que modestement, puisque c'est notre mission et ce qu'on souhaite, on fait un peu bouger les mentalités. Le réchauffement climatique, c'est un problème global. Et on le réglera tous ensemble, on ne le réglera pas. C'est-à-dire que même si l'Europe passe à 0 impact carbone, neutralité carbone en 2050, si le reste du monde, notamment le monde qui se développe, continue à polluer de plus en plus, le problème ne sera pas réglé. Et donc, et pour y arriver, c'est des sujets très complexes. Il faut qu'il y ait des transferts de richesses pour qu'on aide les pays en voie de développement. Il faut des transferts de technologie, des transferts de compétences. Et donc pour ça, il faut du dialogue. Et malgré tout, le tourisme, ça reste le dialogue entre les peuples. Et donc je pense que c'est un sujet très important qu'il faut avoir en tête, mais ça ne se réglera pas de manière manichéenne et de manière simpliste. Le dialogue entre les peuples, le voyage, c'est clairement ce qui fait, on l'a dit souvent, ce qui fait grandir. Mais tu apprends beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses en voyageant. Alors c'est galvaudé de dire ça, mais j'ai appris à mon échelle la géopolitique, comment c'est passé, ces histoires de mouvements de population, pourquoi ce Népalais il a ce faciès-là, ou cet Indien il a plutôt un faciès différent, parce qu'il y a des mouvements, des choses comme ça. Et en apprenant de l'autre, on sait ce qui s'est passé. J'ai eu la chance d'aller dans les Balkans dernièrement. Moi, j'étais très jeune, donc j'ai appris sur l'aspect de la guerre, les mines, les trucs.
on apprend énormément de choses. Et j'avais des a priori, par exemple, je donne un exemple sur les Balkans, en me disant, bah tiens, c'est des pays qui sont maintenant à des années-lumière de nous. Certes, c'est l'Europe, mais en fait, non, j'ai trouvé des pays très développés, etc. Et c'est le dernier voyage que j'ai fait, donc c'est pour ça que c'est tout frais et c'est pour ça que j'en parle. Mais oui, c'est galvaudé de dire ça, mais voyager, ça fait, on apprend des choses. Et justement, là, tu parles de dialogue entre les peuples, ça permet en effet d'en apprendre sur les autres et de comprendre pourquoi nous on est là à ce moment-là, parce qu'il y a des intérêts plus basiques aujourd'hui. Manger le soir, c'est une priorité, et peut-être que jeter du plastique par terre, c'est pour l'instant pas la priorité malheureusement, d'un Sri Lankais, d'un Indien, c'est pas pour autant qu'il faut le Vietnamien. cautionner, il faut au contraire qu'on encourage à stopper ce type d'action, mais c'est aussi notre rôle en tant que voyageur, en tant que d'essayer d'engager une dynamique locale sur la pollution plastique, sur le respect de l'environnement local, etc. Donc ce dialogue, cet échange est fondamental. Est-ce que tu as un conseil à donner à un futur rider qui souhaiterait faire le pas et de partir en voyage? Le seul conseil que j'ai à donner, c'est arrête de réfléchir et vas-y. c'est ça. Franchement, ça paraît évident, mais on risque rien à partir en voyage. On risque rien. On risque pas plus qu'en restant chez soi. On risque de partir plus souvent. Ouais, on risque de partir plus souvent et on risque d'y prendre goût et on risque de prendre confiance en soi. Franchement, faut y aller, quelle que soit la bourse, quoi. Quelle que soit la bourse, quel que soit le niveau d'encadrement souhaité, il y a des solutions. Il y a des voyages incroyables qu'on peut faire seul. Allez-y, quoi. Notamment, je pense aux jeunes, à foncer, quoi. Et puis, si on a peu de temps, mais un peu plus de moyens, il y a des gens comme nous qui peuvent aider à organiser l'aventure. Quelle que soit, en fait, la formule choisie, partez. Partez, vous le regretterez pas. Partez, c'est le maître mot. Et alors si tu le permets, on a collaboré ensemble pour créer une destination qui m'était très importante pour moi, parce que certains ne le savent pas, mais je suis originaire de l'Inde, ça se voit un petit peu, mais mes parents sont nés à Madagascar, donc j'ai eu la chance gamin, alors pas souvent parce qu'on était pareil, on avait des revenus modestes, mais d'aller à Madagascar. Et donc j'ai vu ma famille, j'ai vu ces paysages, j'ai vu ces gens. Et quand on a commencé à voyager, quand j'ai commencé à guider pour Vintage, mon souhait le plus ultime, c'était de guider à Madagascar. Et donc là, ça y est, on vient de réaliser notre rêve commun, c'est de partir à Madagascar. Donc ça sera notre premier voyage, ça sera en avril. Ouais, exactement. Donc moi je suis très fier, très content. On va rouler ensemble. Et on va rouler ensemble. Donc là on pourrait dire qu'on va boucler la boucle, même si on va pouvoir en rouvrir d'autres, j'espère. Mais là je suis très fier, très content de le faire avec toi, parce que on a mené ce projet ensemble. C'est pas facile de monter un voyage comme ça. Il y a eu des reconnaissances, des rencontres avec des gens pour emmener des motos, etc. Et on a réussi. Maintenant il faut qu'on le fasse, et c'est prévu pour avril. Donc voilà, je mettrai quelques liens s'il y en a qui sont intéressés pour revenir avec nous sur ces premières dates, mais voilà, donc moi je suis très content de faire ça. Merci Rechad pour ce travail sur Mada, parce que tu as bossé avec beaucoup de cœur, tu le pousses depuis longtemps, et bravo, parce que je pense que tu as développé un magnifique voyage avec des partenaires hyper attachants et hyper sympas sur place. Donc franchement, je pense que ça va être une très belle réussite. En plus, ça va être parmi nos premiers tours sur la nouvelle Himalayan, en tout cas les premiers tours sur la nouvelle Himalayan en Afrique, la 450. Donc beaucoup de nouveautés pour nous là au printemps grâce à ce travail commun sur Mada. Donc merci, bravo, ça fait plaisir. J'ai hâte d'y être, moi. Bon, pareil, vraiment pareil. Alors maintenant, sur cette nouvelle saison de Rider Radio, maintenant on peut écouter le podcast toujours sur les plateformes, sur Deezer, sur Spotify et Apple Podcast. Mais maintenant, on va pouvoir nous retrouver sur YouTube. Donc, c'est un podcast qui est filmé. Et pour cette nouvelle saison, je vais poser des questions décalées qui n'ont rien à voir avec... là, tu vois, il y avait une forme de chronologie. C'était plutôt... Maintenant, c'est le piège, quoi. Voilà, pro, on va dire. Même si l'idée, c'est pas ça peut te prendre la tête. T'inquiète. Tu préfères boire de l'eau au robinet en Inde ou manger très pimenté? Manger très pimenté. Il n'y a pas de sujet, c'est clair. T'aurais fait quoi si tu n'avais pas créé cette agence? Franchement, je sais pas.
Je sais pas. Je pense que j'aurais peut-être fini dans une grande association. Ok. Je m'aperçois de plus en plus que j'ai besoin d'une cause qui a du sens. Il y a 2 causes moi qui me parlent beaucoup. La cause sur l'environnement quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les forêts, etc. C'est des environnements dans lesquels je m'en sens bien. Ou la cause sur l'égalité des chances. Sur L'égalité des chances. Oh oui, oui. Je trouve que c'est triste qu'en France, la reproduction des inégalités soit aussi forte. Et j'ai le sentiment qu'il y a plein de choses à faire. Je t'encourage fortement. Donc, Je t'encourage fortement. Moi, je suis issu, on dit souvent issu de l'immigration, mais dans des quartiers un petit peu mis de côté, on va dire. Et c'est plus difficile de rencontrer des gens comme toi. Je veux dire que si j'avais rencontré quelqu'un comme toi plus rapidement, ça m'aurait ouvert plus vite sur l'idée de pouvoir faire des choses aussi plus grandes. Okay. Parce que quand on est dans ce fameux quartier, on a des idées qui sont liées au quartier. Dire, bah, tiens, on va faire ci, on va faire ça, parce que il n'y a que ça qu'on peut faire. Parce que notre voisin, il fait ça, notre famille fait ça, donc on a le droit de faire ça, on a le droit de que faire ça. Et avoir cette chance d'avoir des mentors à droite, à gauche, sur cette fameuse égalité des chances, je trouve que c'est hyper important. Et je pense que demain, c'est quelque chose que j'aimerais aussi dire à beaucoup, qu'il n'y a pas de limite. Mais c'est vrai que les rencontres, et dire que quelqu'un dise que oui, c'est possible, tu as une idée, tu n'y as même pas pensé, mais elle est en toi, et que tu vas pouvoir le faire, c'est déjà beaucoup de chemin. Dire à un jeune que tout est possible, et je vais te montrer, enfin je vais t'aider à le faire, ça permet de peut-être en effet rendre plus égaux les chances. Égal, égaux. Donc ça aurait été... Voilà. Ça reste une forme de... ça reste une envie en tout cas de bosser sur ces sujets. Tu préfères rouler à 20 km/h en moto ou à 130 en tuk-tuk? À 20 km/h en moto. Il est prudent maintenant, il est prudent. Tu préfères rouler avec une veste qui gratte ou des gants mouillés? Des gants mouillés. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, j'aurais pris la veste qui gratte. Tu préfères une moto qui indique la vitesse ou la jauge d'essence? La jauge d'essence. Ouais, ok, on va plus loin. Et il y a une autre question qui va finir ce podcast, c'est qui aimerais-tu écouter la prochaine fois dans un épisode de Rider Radio? C'est une bonne question. Moi, j'aimerais bien écouter Éric Massier-Dubiest, le fondateur de T3. Je pense que ça fait partie un peu des figures de notre milieu, qui a organisé pendant longtemps des aventures, des tours du monde en fait, des transcontinentales. Quelqu'un que je trouve très sympa et pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc j'aimerais bien l'écouter. Très bien, mais écoute, on va lui envoyer l'invitation. Je pense que tu pourras me mettre en contact avec lui. Ouais. Je te remercie Alex, merci de nous avoir accueillis sur le stand Vintage ici au Alpes Aventure Moto Festival. Il y a peut-être eu un peu de bruit, il y a eu peut-être un peu de moments où on nous a peut-être pas très bien entendu parce qu'il y a des motos qui sont passées parce qu'on est au cœur du festival. Donc voilà, soyez indulgents les ridecasters, mais en tout cas moi j'ai passé un agréable moment. J'ai appris beaucoup de choses sur toi finalement, parce que même si on se connaît, on est toujours à droite à gauche à travers le monde, et là j'ai su plus de choses sur toi et tes aventures. Donc j'étais très content de faire cet épisode avec toi, et je te dis alors j'espère te voir avant Madagascar, mais le prochain gros rendez-vous c'est Madagascar, et donc ça sera avec grand plaisir. Merci Rechad, et donc rendez-vous sur la route. Allez, à bientôt. Ciao. À plus.